Vous êtes assis face à un homme armé, nerveux, qui retient des otages. Chaque mot que vous prononcez peut sauver une vie, ou la condamner. La tension est si forte que vous sentez votre cœur battre jusque dans vos tempes. Que diriez-vous? Comment négocieriez-vous avec quelqu'un qui n'a rien à perdre? C'est ce que Chris Voss a fait pendant plus de 20 ans comme négociateur d'otages au FBI. Et ce qu'il a découvert est surprenant. Les mêmes techniques qui pouvaient désamorcer une bombe humaine peuvent aussi résoudre nos conflits quotidiens. Car au fond, nous négocions tous les jours. Et quand nous essayons de convaincre notre patron de nous donner une augmentation. Et quand nous voulons que nos enfants aillent se coucher plus tôt. Et quand nous discutons avec notre partenaire de quelles chaussures porteur pour une soirée. La négociation n'est pas réservée aux salles de crise du FBI. Elle est partout. Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une guerre d'arguments où le plus fort l'emporte. Ce n'est pas non plus une quête du compromis 50-50e où chacun sort frustré. Non. La vraie négociation, c'est un art subtil fait d'écoute, d'empathie et de découverte. Dans ce guide, inspiré du livre Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, nous allons explorer les principes fondamentaux qui transforment une simple discussion en une négociation réussie. 1. Pourquoi tout commence par l'écoute active. 2. Comment passer du combat à la découverte des vrais besoins. 3. L'arme secrète de l'empathie tactique. 4. Le pouvoir libérateur du non. 5. Et enfin, le moment magique où l'autre dit c'est vrai. Accrochez-vous, car une fois que vous aurez intégré ces techniques, vous ne verrez plus jamais une conversation de la même façon. Avant de continuer, veuillez vous abonner, s'il vous plaît, afin de nous motiver à produire plus de contenu impactant. Partie 1. Tout commence par l'écoute. Imaginez que vous êtes en plein dîner de famille. Tout se passe bien, jusqu'au moment où deux de vos proches commencent à débattre d'un sujet sensible. Politique, éducation, ou même football. Vous savez que ça va vite s'enflammer. Et vous avez raison. En quelques minutes, les voix montent, chacun répète ses arguments en boucle, et personne n'écoute réellement ce que l'autre dit. À la fin, vous entendez cette phrase si familière. Tu ne comprends rien. Voilà. Tout est dit. Ce n'est pas seulement une dispute, c'est un échec de communication. Chris Voss, l'ancien négociateur du FBI, explique que cette situation est au cœur de la plupart des négociations ratées. Les gens ne s'écoutent pas. Pire encore, ils croient écouter, alors qu'ils sont simplement en train de préparer leur réponse. L'illusion de l'écoute. Pensez à la dernière fois où vous avez eu une conversation importante. Pendant que l'autre parlait, où était votre esprit? Était-ce concentré sur ses mots, ses intonations, ses émotions? Ou bien étiez-vous déjà en train de préparer la bonne réplique, cette phrase qui allait clouer le bec à votre interlocuteur? Soyons honnêtes, 9 fois sur 10, nous sommes dans la deuxième option. Nous écoutons seulement pour trouver la faille, préparer notre contre-argument ou justifier notre position. C'est exactement ce que fait un avocat dans un tribunal, un politicien dans un débat télévisé, ou même un ado qui veut convaincre ses parents de lui prêter la voiture. Mais la vraie écoute, celle dont parle Chris Voss, est radicalement différente. Elle demande de mettre son ego de côté et de se concentrer pleinement sur l'autre, comme si ces mots étaient la chose la plus importante au monde. Pourquoi l'écoute est une arme secrète? Lorsqu'un individu sent qu'il est entendu, il se calme. Son cerveau cesse d'être en mode combat ou fuite et passe en mode collaboration. C'est biologique. L'amygdale, cette partie du cerveau qui gère les émotions, s'apaise lorsque nous percevons que nos sentiments sont validés. En d'autres termes, écouter désamorce les tensions mieux que n'importe quel argument. Chris Voss a vu ce principe fonctionner dans les contextes les plus extrêmes. Imaginez négocier avec un preneur d'otages qui menace de tuer quelqu'un. Vous ne pouvez pas lui dire « Écoutez, si vous réfléchissez bien, ce serait plus logique de libérer tout le monde. » Non. La seule manière d'ouvrir une brèche, c'est de lui donner l'impression qu'il est compris. Dans une salle de réunion ou autour d'une table familiale, le principe est le même. L'exemple du couple. Revenons à notre histoire des chaussures noires et marron. Si vous imposez brutalement votre choix, la tension monte, votre partenaire se sent ignoré. Mais si vous commencez par écouter vraiment, le dialogue change. Au lieu de dire « Non mais moi je préfère les noirs, point ». Vous pourriez dire « D'accord, tu aimerais que je mette les marrons. Pourquoi ?» Et là, vous découvrez peut-être que votre partenaire ne pense pas simplement à la couleur.
Peut-être qu'il veut que vous soyez l'assorti à sa tenue. Peut-être qu'il veut éviter une remarque de la famille. Ou peut-être qu'il associe les chaussures noires à un souvenir désagréable. En écoutant, vous ne perdez pas du terrain. Au contraire, vous gagnez un trésor, de l'information. Et dans une négociation, l'information est le pouvoir. Quand les enfants ne veulent pas dormir. Prenons un autre exemple, encore plus quotidien. Un parent veut que son enfant aille se coucher tôt. L'enfant, lui, veut continuer à jouer. Classique. La plupart des parents disent « Tu dois aller au lit, c'est l'heure ». Résultat, cris, pleurs, négociations interminables. Essayons autrement. Imaginez un parent qui s'accroupit, regarde son enfant dans les yeux et dit « Tu veux continuer à jouer, n'est-ce pas ?» L'enfant hoche la tête. Il se sent compris. Et paradoxalement, parce qu'il est entendu, il est plus enclin à coopérer. Le parent peut ensuite ajouter « Je comprends. C'est dur d'arrêter un jeu quand on s'amuse. Et en même temps, demain tu veux être en forme pour l'école, non ?» Ce simple changement, écouter avant d'imposer, transforme le conflit en collaboration. L'écoute active, une compétence à pratiquer. La vraie écoute ne vient pas naturellement. Elle demande de la pratique. Voici quelques techniques simples. 1. Regardez la personne. Laissez tomber votre téléphone, fermez votre ordinateur. Montrez que vous êtes présent. 2. Reformulez. Répétez en vos mots ce que vous avez compris. Si je comprends bien, tu veux dire que. 3. Validez les émotions. Dites « Je comprends que tu sois frustré » ou « Ça a dû être difficile pour toi ». 4. Gardez le silence. Parfois, le plus grand signe d'écoute, c'est de se taire et de laisser l'autre développer. Chris Voss insiste. Écoutez, ce n'est pas attendre son tour de parler. C'est montrer sincèrement qu'on veut comprendre. Quand les gens crient. Pourquoi les négociations dégénèrent elles souvent en cris? Parce que les personnes impliquées ont l'impression de ne pas être entendues. C'est aussi simple que ça. Quand quelqu'un sent que son point de vue est ignoré, il hausse le ton, non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il veut exister. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un s'énerver, testez ceci. Baissez volontairement le volume de votre voix, posez une question ouverte, et laissez-le vider son sac. Vous verrez la magie opérer. Écoutez pour mieux obtenir. Beaucoup croient que dans une négociation, il faut parler fort, convaincre, argumenter. En réalité, les grands négociateurs parlent moins et écoutent plus. Pourquoi? Parce qu'en écoutant, ils découvrent ce qui compte vraiment pour l'autre. Et une fois que vous savez ce que l'autre veut, vous pouvez construire une solution qui satisfait ses besoins, tout en obtenant ce que vous voulez. 3 besoins universels. Selon Chris Voss, dans toute négociation, chacun cherche 3 choses, dans cet ordre. 1. Être compris. 2. Être respecté. 3. Obtenir ce qu'il veut. Si vous sautez l'étape de l'écoute et foncez directement vers la 3e, vous échouez presque toujours. Mais si vous commencez par écouter et montrer du respect, l'autre sera bien plus enclin à vous donner ce que vous demandez. L'histoire du patron et du salarié. Imaginez un employé qui veut une augmentation. Il entre dans le bureau de son patron et dit « Je veux 10% de plus ». Le patron lève les yeux au ciel. C'est mal parti. Maintenant, imaginez que l'employé commence autrement. Je sais que l'entreprise traverse une période difficile et que vous devez jongler avec beaucoup de priorités. Je comprends que ce n'est pas simple. Déjà, le climat est différent. Puis il ajoute. En même temps, j'aimerais vous parler de la valeur que j'apporte et voir comment on peut trouver une solution qui marche pour nous deux. Ce n'est pas de la flatterie. C'est de l'écoute. Le salarié a montré qu'il comprenait la réalité du patron. Et en retour, le patron est plus disposé à entendre sa demande. En résumé, l'écoute est la porte d'entrée de toute négociation. Sans elle, vous vous heurtez à des murs, des cris, des résistances. Avec elle, vous ouvrez des portes, vous créez des ponts, et vous transformez des conflits en collaboration. C'est contre-intuitif, parce qu'on croit qu'écouter nous fait perdre du temps ou de la position. Mais en réalité, c'est l'arme la plus puissante. Chris Voss le dit clairement. Si vous n'écoutez pas, n'espérez pas négocier avec succès. Partie 2. La découverte, pas le combat. Fermez les yeux un instant et imaginez une scène familière. 2 collègues, assis autour d'une table de réunion,
débattent d'un projet. Il faut absolument lancer le produit avant Noël, dit le premier. C'est impossible, la production ne tiendra pas les délais, réplique le second. Les voix se tendent, les gestes deviennent nerveux. Chacun aligne ses arguments comme on aligne des soldats avant une bataille. Le ton monte. À la fin, aucun des deux n'a vraiment convaincu l'autre. Le projet reste bloqué. Pourquoi? Parce que la plupart des gens voient la négociation comme une guerre d'arguments. Celui qui parle le plus fort, celui qui sort la meilleure logique ou la plus grande autorité, croit qu'il va gagner. Mais Chris Voss nous le rappelle, la négociation n'est pas un combat. C'est un acte de découverte. Changez de perspective. Imaginez que vous soyez explorateur. Votre mission n'est pas de détruire l'autre, mais de découvrir un territoire inconnu. Ce que l'autre personne veut vraiment, ce qui la motive, ce qu'elle craint. Car voici la vérité, derrière chaque demande apparente, il y a un besoin caché. Quand un client dit « je veux une réduction », il ne veut pas seulement économiser de l'argent. Peut-être veut-il se sentir respecté, reconnu comme un client important. Quand un enfant dit « je ne veux pas dormir », il ne veut pas seulement veiller plus tard. Peut-être veut-il prolonger un moment de connexion avec ses parents. Quand un collègue dit « je refuse ce délai », il ne veut pas seulement plus de temps. Peut-être qu'il a peur d'échouer et de ternir sa réputation. Index revers pointant vers la droite blanc, la clé est donc de passer derrière les mots, d'aller au cœur du vrai besoin. L'ennemi intérieur, la bataille dans notre tête. Pourquoi tant de gens ratent cette étape? Parce qu'ils sont prisonniers du bruit intérieur. Pendant que l'autre parle, ils n'écoutent pas vraiment. Ils préparent leurs arguments, leurs contre-attaques. Chris Voss appelle cela la bataille des voix dans la tête. Au lieu de découvrir, nous nous défendons. Au lieu de poser des questions, nous imposons des réponses. Résultat, on se coupe de l'information la plus précieuse, celle que l'autre pourrait nous donner spontanément, si seulement on lui en laissait la place. Exemple, la négociation de salaire. Imaginez un entretien annuel. L'employé dit « J'aimerais une augmentation ». Le manager, crispé, pense immédiatement « Le budget est serré, je dois dire non ». Il se lance alors dans un discours défensif. « Tu comprends, l'entreprise a beaucoup investi, les marges sont faibles, ce n'est pas possible. » Résultat, l'employé se braque, se sent rejeté, et la relation se détériore. Maintenant, reprenons la scène avec l'approche de la découverte. Le manager, au lieu de répondre directement, demande « Qu'est-ce qui rend cette augmentation importante pour toi ?» L'employé explique qu'il vient d'avoir un deuxième enfant, que ses dépenses ont augmenté, et qu'il veut sécuriser sa famille. Le manager découvre que derrière la demande d'argent, il y a une recherche de stabilité et de reconnaissance. Même si le budget ne permet pas une augmentation immédiate, le manager peut proposer une prime exceptionnelle, un aménagement d'horaire ou un plan d'évolution à moyen terme. Résultat, la relation est renforcée et l'employé reste motivé. Voilà la différence entre se battre et découvrir. Les outils de la découverte. Chris Voss partage plusieurs techniques pour sortir du mode combat et entrer dans le mode exploration. 1. Le sourire. Cela peut sembler simpliste, mais sourire active des réactions positives dans le cerveau de votre interlocuteur. Un sourire sincère met l'autre en confiance, abaisse les défenses et rend la conversation plus fluide. Des recherches montrent que nous sommes 31% plus intelligents dans un état d'esprit positif. Ce n'est pas un détail. Dans une négociation, la qualité de votre réflexion peut tout changer. Imaginez entrer dans une discussion tendue avec un sourire calme. Vous envoyez un signal. Je ne viens pas me battre. Je viens chercher une solution. 2. Le mirroring, effet miroir. Le mirroring consiste à répéter les 3 derniers mots ou les mots-clés de votre interlocuteur. Exemple. J'ai des attentes très élevées et je veux plus d'argent. Vous voulez plus d'argent. Cela paraît étrange au début, mais c'est terriblement efficace. Pourquoi? Parce que le mirroring pousse l'autre à continuer, à développer, à donner plus de détails. Il se sent entendu, et inconsciemment, il vous livre des informations précieuses. Petit secret, après avoir fait un miroir, restez silencieux pendant quelques secondes. Le silence agit comme une invitation à parler davantage. 3. Les questions calibrées. Au lieu d'attaquer avec des affirmations, posez des questions ouvertes, commençant par « Comment ?»
ou quoi. Par exemple, et comment pourrais-je vous aider à atteindre votre objectif? Et qu'est-ce qui vous semble le plus important dans cette situation? Ces questions font travailler l'autre pour vous. Elles l'amènent à révéler ses priorités, ses contraintes, ses motivations. L'exemple du restaurant. Imaginez deux amis qui veulent sortir dîner. L'un veut absolument manger italien, l'autre préfère japonais. Mode combat, chacun défend son restaurant préféré, liste les avantages, les pâtes sont meilleures. Non, les sushis sont plus sains. Et la discussion devient un concours d'arguments. Mode découverte. Pourquoi tu tiens tant à manger italien ce soir? Parce que j'ai passé une mauvaise journée, et une bonne pizza, ça me réconforte. Ah, donc c'est surtout le côté réconfort que tu cherches. En découvrant ce besoin caché, l'autre peut proposer une alternative. Un restaurant japonais qui fait aussi des plats chauds et réconfortants. Résultat, les deux sont satisfaits. Le secret est toujours le même. Découvrir au lieu de débattre. La négociation comme aventure humaine. Voss rappelle une vérité simple mais profonde. La négociation n'est pas seulement un échange d'arguments rationnels. C'est une rencontre entre deux êtres humains, avec leurs émotions, leurs besoins cachés, leurs peurs. Quand vous abordez une négociation comme une bataille, vous réveillez les instincts de défense de l'autre. Il se ferme, il résiste. Mais quand vous l'abordez comme une découverte, vous ouvrez un espace où il peut s'exprimer, se dévoiler, collaborer. En résumé, et la négociation n'est pas une guerre d'arguments. Et votre mission n'est pas de gagner mais de découvrir ce que l'autre veut vraiment. Derrière chaque demande explicite, il y a un besoin implicite. Et le sourire, le mirroring et les questions calibrées sont des outils puissants pour explorer ce territoire. Comme le dit Chris Voss, les grands négociateurs ne cherchent pas à imposer leur vérité. Ils cherchent à révéler la vérité de l'autre. Partie 3. L'empathie tactique. Imaginez cette scène. Vous entrez dans une salle de réunion. Vous savez que la discussion sera difficile. De l'autre côté de la table, un client vous attend. Il a les bras croisés, le visage fermé, et vous sentez déjà la tension dans l'air. Vous n'avez encore rien dit, mais vous percevez, ça va être une tempête. Et vous avez raison. Dès que la réunion commence, il attaque. Vous n'avez pas respecté les délais, vous avez mis mon projet en danger. Comment voulez-vous que je continue à vous faire confiance? À ce moment-là, la plupart des gens se défendent instinctivement. Oui, mais ce n'est pas de notre faute, il y a eu des imprévus. Erreur fatale. Plus vous vous justifiez, plus l'autre se braque. C'est ici que Chris Voss sort son arme la plus redoutable, l'empathie tactique. L'empathie tactique, ce n'est pas être d'accord. Attention, empathie ne veut pas dire complaisance. Il ne s'agit pas de donner raison à l'autre ou de se soumettre. L'empathie tactique, c'est reconnaître et valider les émotions de l'autre. Pas les approuver, simplement les nommer. C'est comme tenir un miroir devant lui et lui dire « Voilà ce que tu ressens. Je l'ai compris. » Et ce simple geste change tout. Pourquoi ça marche? Le cerveau humain fonctionne ainsi. Quand une émotion est reconnue et validée, elle perd de sa force. C'est comme un ballon gonflé à bloc. Dès que vous en libérez un peu d'air, la pression baisse. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes en colère et que quelqu'un vous dit « Tu as l'air vraiment frustré », vous ressentez un apaisement, presque malgré vous. Vous pensez « Enfin, quelqu'un comprend ce que je vis ». Voilà le cœur de l'empathie tactique. L'art de l'étiquetage. Chris Voss propose une technique simple et puissante, l'étiquetage. Cela consiste à mettre en mots l'émotion de l'autre, avec des phrases comme « Et il semble que » et « on dirait que » et « j'ai l'impression que ». Exemple. Un collègue semble agacé parce qu'il a été mis de côté dans un projet. Au lieu de l'ignorer ou de l'attaquer, vous dites « Il semble que tu te sens exclu de cette décision ». Silence. Le collègue vous regarde, surpris. Puis il acquiesce. Et la conversation s'ouvre. L'étiquetage, c'est comme donner des mots à une émotion que l'autre n'ose pas exprimer. C'est un signal puissant. Je t'ai entendu, je t'ai vu. Exemple concret, le client mécontent. Revenons à notre client furieux. Au lieu de se défendre, vous pourriez dire
Vous pourriez avoir l'impression que nous avons brisé votre confiance en ne respectant pas les délais. Silence. Vous le laissez digérer. Il acquiesce, respire plus lentement. Sa colère diminue. Pourquoi? Parce qu'au lieu de nier son ressenti, vous l'avez reconnu. À partir de là, le terrain est plus fertile pour chercher une solution. Diffusez le négatif avant qu'il explose. Un autre outil redoutable de l'empathie tactique est la prédiffusion du négatif. L'idée est simple. Si vous savez que l'autre a des reproches à vous faire, exprimez-les vous-même avant qu'il ne le fasse. Par exemple, vous pourriez penser que nous ne sommes pas fiables, que nous promettons plus que ce que nous pouvons livrer. Et je comprends que cela puisse donner envie de ne plus travailler avec nous. Incroyablement, au lieu d'enfoncer le couteau, cela désarme l'autre. Il pense, exactement. Il a compris. Et paradoxalement, il commence à vous faire plus confiance, parce que vous avez osé verbaliser ce qu'il ressentait. C'est comme devancer l'orage. Vous videz les nuages de leur pluie avant qu'ils n'explosent. L'exemple de la prise d'otage. Chris Voss raconte qu'en négociation d'otages, l'empathie tactique pouvait littéralement sauver des vies. Quand un terroriste criait « Je ne veux pas aller en prison », il ne fallait pas répondre « Si tu libères les otages, tu n'iras pas en prison ». C'est faux, et il le sait. La réponse de Voss était plutôt « On dirait que tu as peur de perdre ta liberté ». Silence. Le terroriste se sentait reconnu. Et peu à peu, il commençait à parler davantage, révélant ses motivations, ses faiblesses. C'est ainsi que des vies étaient sauvées. La même mécanique fonctionne, dans une salle de réunion, dans un couple, ou avec un adolescent en pleine crise. Quand l'empathie rapproche les cerveaux. Des neurosciences montrent que lorsque deux personnes entrent dans une relation empathique, leurs cerveaux se synchronisent. Les zones liées à la collaboration et à la résolution de problèmes s'activent. C'est comme si vos matières grises se mettaient à travailler ensemble pour trouver une solution. C'est exactement ce que l'on veut dans une négociation. Passer de l'affrontement au partenariat. Exemple dans la vie de couple. Imaginez une dispute banale dans un couple. Lundi. Tu ne fais jamais attention à moi. Réponse classique et désastreuse. Mais si. Hier, je t'ai fait un café. Mauvais. Vous niez son ressenti. Réponse avec empathie tactique. On dirait que tu te sens négligé, que tu aimerais plus d'attention de ma part. L'autre se calme, car son émotion est reconnue. Et la conversation peut évoluer vers une solution. D'accord, comment je pourrais mieux te montrer que je tiens à toi? Attention au piège du « vous avez raison ». Chris Voss prévient. Si votre interlocuteur dit « vous avez raison », ce n'est pas une victoire. C'est souvent une manière polie de dire « ferme-la ». Le vrai signe de succès, c'est quand il dit « c'est vrai ». Parce que « c'est vrai » vient du cœur. Alors que « vous avez raison » vient de la tête. Et pour obtenir ce fameux « c'est vrai », l'empathie tactique est votre meilleur allié. 3 étapes pour pratiquer l'empathie tactique. 1. Observez les émotions, regardez les signaux non-verbaux, écoutez le ton de voix. 2. Étiquetez, mettez en mots ce que vous percevez, on dirait que vous êtes inquiet. 3. Laissez un silence, ne comblez pas le vide. Laissez l'autre confirmer, corriger ou approfondir. En résumé, et l'empathie tactique n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Elle consiste à reconnaître les émotions de l'autre, pas à les approuver. L'étiquetage et la prédiffusion des reproches désarment les résistances. Quand l'autre dit « c'est vrai », vous savez que vous avez touché juste. Comme le dit Chris Voss. L'empathie tactique n'est pas être gentil. C'est être intelligent. Partie 4. Le pouvoir du non. Imaginez cette scène. Vous êtes dans votre bureau, plongé dans vos dossiers, quand soudain un collègue passe la tête par la porte et demande « Tu as 5 minutes ». Sans réfléchir, vous répondez « Oui, bien sûr ». Erreur. Ces 5 minutes se transforment en 30. Vous êtes coincé dans une conversation interminable, vous regardez l'horloge toutes les 2 minutes, et la seule chose que vous pensez, c'est « Quand est-ce que ça va finir ?» C'est ça, le piège du oui. Chris Voss nous met en garde. Forcer l'autre à dire oui est une illusion de victoire. En réalité, cela crée du malaise, de la méfiance, et parfois même de la frustration. À l'inverse, le non est un outil de libération. Le mythe du oui.
On a grandi avec l'idée que le oui est l'objectif ultime d'une négociation. Oui veut dire accord, victoire, solution. Mais dans la pratique, le oui est souvent un oui forcé, dit pour faire plaisir ou éviter le conflit. Et un oui superficiel, dit pour se débarrasser de vous. Ou un oui mensonger, dit pour gagner du temps. Pire encore, quand on arrache un oui, l'autre se sent piégé. Il perd le contrôle, et son cerveau se met sur la défensive. Le pouvoir libérateur du non. À l'inverse, quand quelqu'un dit non, il se sent en sécurité. Il retrouve du contrôle. Il pense, j'ai posé mes limites, je peux respirer. Et c'est là que la vraie négociation commence. Chris Voss l'explique clairement. Le non est le début de la négociation, pas la fin. Exemple du collègue pressé. Reprenons notre collègue qui demande. Tu as 5 minutes. En disant oui, vous perdez le contrôle. Mais si, au lieu de poser cette question, il vous disait « Est-ce que c'est un mauvais moment pour te parler 5 minutes ?» Votre cerveau réagit autrement. Vous vous sentez libre de dire non, ou de préciser « Non, ce n'est pas un mauvais moment. Mais laisse-moi finir ça, et je te rejoins dans 15 minutes. » Magique. Vous avez gardé le contrôle, et pourtant, vous venez de lui donner exactement ce qu'il voulait, votre temps. Le non comme déclencheur de vérité. Le non a un autre pouvoir. Il fait tomber les masques. Imaginez que vous essayez de vendre un service à un client. Si vous lui demandez « Voulez-vous travailler avec nous ?» Il peut dire oui pour se débarrasser de vous, ou non par politesse. Vous n'avez rien appris, point, mais si vous demandez serait-ce une mauvaise idée de travailler ensemble? Et qu'il répond non, cela signifie en réalité, ce n'est pas une mauvaise idée. Et souvent, la vraie discussion commence à ce moment-là. Le non ouvre une porte que le oui ferme trop vite. Le parent et l'adolescent. Prenons un exemple domestique. Un adolescent veut sortir tard le soir. Le parent, inquiet, dit non. Non, tu ne peux pas rentrer à minuit. L'ado explose. Tu ne me fais jamais confiance. Erreur classique. Le parent croit que dire non ferme la discussion. Mais le non devrait être le début de la négociation. Un parent avisé peut répondre. Je comprends que tu veuilles sortir tard. Mais qu'est-ce que tu ferais pour que je me sente rassuré si tu rentres à minuit? L'adolescent propose peut-être d'envoyer un message toutes les heures, ou de partager sa localisation. Le non n'a pas été une fin, mais une base pour trouver un compromis sécurisant pour les deux parties. Exemple en affaires, le contrat commercial. Imaginez un client potentiel qui hésite à signer un contrat. Si vous insistez avec des phrases comme « Voulez-vous avancer avec nous ?» Vous le mettez sous pression. Il se sent coincé. Mais si vous demandez « Est-ce que ce serait une mauvaise idée de travailler ensemble dès ce mois-ci ?» Vous lui laissez la liberté de dire non. Résultat, il se sent respecté, il baisse la garde, et souvent, il dit « Non, ce ne serait pas une mauvaise idée. » Traduction. Oui, avançons. La psychologie du contrôle. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que dire non est un réflexe humain de survie. Depuis toujours, non sert à protéger nos limites. Et non, je ne veux pas de danger. Et non, je ne veux pas être manipulé. Et non, je garde ma liberté. Quand vous offrez à quelqu'un la possibilité de dire non, vous lui redonnez un sentiment de contrôle. Et une fois qu'il se sent en sécurité, il est prêt à écouter, discuter, construire. Le non stratégique. Chris Voss recommande même, parfois, de pousser volontairement l'autre à dire non. Par exemple, si vous sentez que votre interlocuteur est sur la défensive, posez une question calibrée. Le pouvoir du non ne s'applique pas qu'à l'autre. Il s'applique aussi à vous. Apprendre à dire non clairement et respectueusement est une compétence essentielle. Combien de fois avez-vous dit oui à une demande, alors que vous saviez que cela vous mettait en difficulté? Et oui à un délai impossible. Et oui à une tâche supplémentaire alors que vous étiez déjà débordé. Et oui à une sortie alors que vous étiez épuisé. Chaque oui arraché est une graine de frustration. Dire non au bon moment, c'est protéger vos limites, et paradoxalement, renforcer le respect qu'on vous porte. Exemple personnel, l'agenda saturé.
Un cadre raconte, son patron voulait lui confier un nouveau projet. Instinctivement, il était tenté de dire oui pour montrer sa loyauté. Mais il savait qu'il n'aurait pas le temps de bien le gérer. Alors il a dit calmement. Non, je ne peux pas prendre ce projet en l'état. Mais je peux vous aider à trouver quelqu'un d'autre, ou me libérer d'une mission pour y consacrer le temps nécessaire. Résultat, le patron a compris sa valeur, et l'a respectée davantage. Dire non n'est pas un refus. C'est une manière d'ouvrir la voie à une alternative réaliste. Le silence après le non. Un des secrets du non, c'est le silence. Quand quelqu'un vous dit non, ne paniquez pas. Ne cherchez pas à combler immédiatement le vide. Laissez le silence travailler. Souvent, après quelques secondes, l'autre précise. Non, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement. Le non a ouvert la porte. Le silence a permis à l'autre de la franchir. En résumé. Et le oui est souvent superficiel ou forcé. Et le non donne un sentiment de contrôle et ouvre la voie à une vraie discussion. Poser des questions qui invitent au non crée un climat de sécurité. Dire non soi-même, avec respect, protège vos limites et renforce votre crédibilité. Après un non, laissez le silence faire son travail. Comme le dit Chris Voss. Le non n'est pas la fin. C'est souvent le mot qui mène enfin à la vérité. Partie 5. Le moment magique. C'est vrai. Imaginez cette scène. Vous êtes en pleine discussion avec un collègue au sujet d'un projet important. Vous lui exposez vos arguments avec conviction. Vous avez préparé vos chiffres, vos exemples, tout est carré. Au bout d'un moment, il vous regarde, hoche la tête et dit « Tu as raison ». Vous vous sentez satisfait, presque victorieux. Mais en réalité, vous venez de perdre. Pourquoi ? Parce que « tu as raison » n'est pas un signe d'accord profond. C'est un signal de fatigue. Une manière polie de dire « Ok, arrête de parler, je veux passer à autre chose ». Le vrai moment magique d'une négociation, celui qui prouve que vous touchez juste, arrive quand votre interlocuteur dit « C'est vrai ». La différence subtile mais cruciale. « Tu as raison » et « c'est vrai » semblent proches. Pourtant, ils n'ont rien à voir. Et « tu as raison », intellectuel, superficiel, souvent pour vous faire taire. Et « c'est vrai », émotionnel, authentique, signe que l'autre se sent compris au plus profond. Chris Voss insiste, obtenir un « c'est vrai » est l'équivalent de franchir une porte secrète dans la négociation. C'est le moment où l'autre cesse de vous voir comme un adversaire et commence à vous voir comme un allié. Pourquoi « c'est vrai » est si puissant ? Parce que cette phrase ne concerne pas vos arguments, mais sa réalité à lui. Quand quelqu'un dit « c'est vrai », il ne valide pas seulement vos mots, il valide son propre ressenti. Il pense « oui, c'est exactement ce que je vis ». Et quand une personne sent que vous avez mis des mots justes sur sa vérité intérieure, elle se détend, elle s'ouvre, et la négociation bascule dans une nouvelle dimension. Exemple, la discussion salariale. Reprenons l'exemple de l'employé qui demande une augmentation. S'il dit « J'ai travaillé dur, j'ai pris des responsabilités, je mérite 10% de plus ». Le patron, même s'il répond « Tu as raison », ne se sent pas vraiment impliqué. C'est une validation de façade. Mais si l'employé commence par dire « Je sais que l'entreprise a dû faire face à beaucoup de pression cette année. Vous avez dû jongler entre réduire les coûts et maintenir la motivation des équipes. » Le patron écoute, surpris. Puis il répond « C'est vrai ». À ce moment précis, un pont invisible se construit. Le patron se sent compris, reconnu dans sa réalité. Et cette ouverture change la suite de la discussion. Le pouvoir du miroir et de l'étiquetage. Pour arriver à ce fameux « c'est vrai », il faut utiliser les outils évoqués dans les chapitres précédents. Est écoute active, se taire, absorber, vraiment comprendre. Est étiquetage, mettre en mots ses émotions, on dirait que vous êtes préoccupé par les délais. Mirroring, répétez ces mots pour l'inciter à développer. Petit à petit, vous peignez un tableau fidèle de la réalité de l'autre. Et quand il voit ce tableau, il dit « c'est vrai ». Exemple dans un couple. Imaginez une dispute dans un couple. L'un reproche à l'autre de ne jamais être disponible. Au lieu de répondre « Tu exagères, je suis souvent là », on obtiendra peut-être un « Tu as raison » ironique. Essayons une autre approche.
On dirait que tu te sens seul et que tu aimerais plus de temps ensemble. Silence. L'autre respire. Puis dit doucement. C'est vrai. La tension tombe. Le problème n'est plus avoir raison ou tort, mais comment on fait pour améliorer ça ensemble? Exemple extrême, la prise d'otage. Chris Voss raconte qu'en négociation d'otage, son objectif n'était jamais de convaincre directement le preneur d'otage de libérer quelqu'un. Ce serait vain. Son but était de comprendre profondément son état d'esprit, puis de le refléter avec justesse. Quand l'otage taquère disait « Vous ne comprenez pas, je n'ai pas le choix », Voss répondait « On dirait que vous sentez que le système vous a piégé et que c'est votre seule option. » Silence. Puis la phrase magique « C'est vrai ». Et à partir de là, le dialogue devenait possible. Si cette phrase pouvait ouvrir des portes dans des situations de vie ou de mort, imaginez sa puissance dans notre quotidien. Les moments. Le « c'est vrai » correspond souvent à un moment de révélation pour l'autre. Un déclic. Il réalise que vous avez capté quelque chose d'essentiel, qu'il n'avait peut-être même pas formulé lui-même. C'est comme s'il se voyait dans un miroir et disait « Oui, c'est exactement moi ». À ce moment-là, il ne s'agit plus de vous contre lui, mais de vous deux, côte à côte, face au problème. Attention aux faux positifs. Beaucoup de négociateurs inexpérimentés confondent encore « tu as raison » avec une victoire. Mais il faut s'entraîner à reconnaître la différence. Quand on vous dit « tu as raison », posez-vous la question « est-ce que la personne semble soulagée, connectée ? Ou est-ce qu'elle essaie juste de clore le sujet ?» Quand on vous dit « c'est vrai », vous verrez un relâchement physique. Les épaules tombent, la voix s'adoucit. Le corps tout entier dit « je me sens compris ». Comment provoquer le « c'est vrai » ? Voici un petit protocole pratique inspiré de Voss. 1. Laissez parler l'autre sans interruption. Ne coupez pas, ne cherchez pas à répliquer trop vite. 2. Reformulez sa réalité. Résumez ce qu'il vient de dire. Si je comprends bien, vous sentez que. 3. Étiquetez ses émotions. Mettez des mots dessus. On dirait que cette situation vous frustre. 4. Cherchez la confirmation. Si votre reformulation est juste, il dira « c'est vrai ». Exemple, la négociation commerciale. Vous êtes commercial. Le client dit « Vos prix sont trop élevés, je ne peux pas signer ». Réponse classique et inutile. Mais nos produits sont de meilleure qualité, ça justifie le prix. Réponse stratégique. On dirait que votre priorité est de respecter un budget strict et que vous avez peur que ce contrat mette trop de pression sur vos finances. Le client soupire, hoche la tête et dit « c'est vrai ». À partir de là, vous pouvez travailler sur des options, délai de paiement, services additionnels, phase de déploiement. Le terrain est devenu collaboratif. En résumé, « et tu as raison » est un faux signal, souvent une façon polie de clore la discussion. « Et c'est vrai » est la validation profonde, le signe que l'autre se sent compris. Pour atteindre ce moment, il faut écouter activement, étiqueter les émotions et reformuler la réalité de l'autre. Quand vous obtenez un « c'est vrai », la négociation bascule d'un affrontement à une collaboration. Comme le dit Chris Voss. Si vous entendez « c'est vrai », vous avez gagné.